Bel bon ce peuple même en qu'esprit que j'aime bien. C'est le rendez-vous, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue dans votre émission Tchou pour tête. C'est le rendez-vous de la déconstruction. On cherche de nouvelles alternatives, où on discute avec des invités de qualité. Eh bien, c'est un petit peu, je dirais, notre univers, chercher pour pouvoir grandir. Et qui dit Tchou pour tête dit une équipe. Donc, big up, le bonsoir à Audrey. Et aussi, la semaine dernière, j'avais oublié de dédicacer à Lionel également. Big up à Lionel. Et qui dit Tchou pour tête également dit Saïdé Eloïch. Nous là, posé. Posé, vraiment posé, hein. Non, je peux voir tranquille. Hein. Jamais vraiment, mais bon, ça, c'est déjà mieux que d'habitude. Donc, ce soir, comme vous voyez marqué juste en dessous, nous allons parler de justice et militantisme. On parle beaucoup de justice ces derniers temps, depuis quelques années. Beaucoup d'affaires, beaucoup de mouvements. En plus, la semaine dernière, nous avons la thématique, c'était sur l'appel à la mobilisation. Donc, c'était une très belle émission, encore dédicace à Audrey. Et ce soir, nous avons un invité qu'on voit assez régulièrement à travers le journal télévisé et également à travers les réseaux, qui défend pas mal de militants. Bonsoir, mon invité. Bonsoir Tchou pour tête. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Et c'est la première fois que je m'y trouve. Et je sens que l'esprit est positif. Merci. Voilà, donc ça me convient. Ben, très bien alors. Donc, Monsieur Dominique Monotuka, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, en deux mots, voilà, je suis né sur ce territoire appelé la Martinique. Et voilà, où j'ai débuté mes études. Après, je suis allé faire des études universitaires à Poitiers. Et à l'issue de mes études, où j'ai pu avoir en fait un doctorat en droit, et puis j'ai préparé le CAPA en même temps pour être avocat. Donc je suis revenu. Et voilà, et j'étais déjà engagé. Nous sommes tous engagés d'ailleurs, hein, nous avons tous des convictions. Cet engagement, nous l'exprimons plus ou moins, je dirais, ouvertement. Mais en tout tas de cause, en fait, là où il y a la vie, là où il y a l'existence vivante, eh bien, il y a engagement. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que je porte, en fait, dans la visibilité, un certain engagement et que j'assume. Et donc, j'utilise, en fait, un outil qui est celui, en fait, que l'on désigne comme étant une profession, en tant qu'avocat. Pour moi, c'est un outil au service en fait de l'être humain que je suis, des êtres humains que nous sommes. Et donc c'est dans cet état d'esprit en fait que j'agis au sein de l'espace en fait professionnel, mais aussi en dehors de cet espace. Voilà, donc j'ai eu dans cette je dirais même engagement à réaliser, à écrire plusieurs ouvrages. Notamment, mon premier, en fait, c'était en 1996, que j'ai republié tout à fait en 1998. 4 siècles et demi de jour. En fait, 4 siècles et demi de jour. 4 siècles et demi de jour. En fait, je faisais référence là à l'histoire en fait de nos ancêtres, en fait, hein, jusqu'à nous. 4 siècles et demi, en fait, de jour, des nuits éclairées. Et en effet éclairé parce que cette histoire en fait de colonisation, de mise en esclavage des hommes et des femmes, et dans pourquoi cet ouvrage? Parce que après avoir compulsé X ouvrages sur mon histoire, sur notre histoire, j'ai constaté qu'en fait qu'on ne parlait pas d'humains, on parlait d'esclaves en action, on parlait d'affranchis en action, on parlait de tout ce que les colons ont imaginé et finalement imposé, les mulâtres, les différentes identités, les mulâtres, les chabins, toutes sortes de choses en fait, mais jamais des humains, des maîtres, des esclaves, etc. Et donc, dès lors, lorsque j'allais vers les livres d'histoire qui relèvent des sciences humaines d'une manière générale, eh bien, je ne retrouvais pas un comportement humain.
Et donc, c'est pour cette raison que cette lumière des nuits éclairées, eh bien, éclairée par quoi? Par notre humanité. Donc là, d'ailleurs, d'emblée dans l'introduction, j'ai annoncé la couleur. Hein. Je partirai de l'homme, non pas de l'homme expectant dans sa résignation, mais bien de l'homme agissant pour sa libération. De l'être humain, en fait, à l'occasion, j'avais utilisé homme avec un grand H, en fait. Hein. C'est-à-dire l'humanité. Oui, voilà, l'être humain, en fait, dans le langage français, c'est vrai qu'ils utilisent, en fait, ce signifiant pour désigner, en fait, l'être humain. Donc, et voilà. Et donc, j'ai rebalayé, je suis parti de l'être humain, et jusqu'à la fin, en fait. Voilà, à aucun moment, en fait, je n'ai vu d'esclaves, sauf, en fait, de manière fictive, en fait, dans la tête de ceux qui veulent bien y croire, en fait. En tous les cas, nos ancêtres se sont comportés du début jusqu'à la fin comme des êtres humains, parce qu'ils ne pouvaient pas se comporter, en fait, comme autre chose. Des êtres humains dans un contexte, en fait, d'oppression, de violence, certes, mais des êtres humains totalement. Et donc, voilà. Et à partir de là, eh bien, j'ai eu à écrire d'autres ouvrages parce que j'ai cherché à comprendre plus en profondeur les choses, mais surtout à résoudre, en fait, cette problématique que, dès lors qu'il se révélait à moi de manière abrupte, à savoir que, oui, il y a, en fait, un plan qui s'est déroulé, qui s'est développé à l'encontre de notre communauté humaine par des Européens. Il y a un plan, la chose était là, calculée, maintenue, entretenue, et que ce plan, en fait, continuait. Puisque moi, en tant que, justement, juriste, j'ai pu analyser, ça a été ma thèse de doctorat d'ailleurs, analyser, en fait, le droit. J'ai profité de l'occasion pour analyser le droit qui nous gère, en fait. On parle d'assimilation juridique, département français, d'outre-mer, etc. Mais excusez-moi, M. Munotuka, il y a une question qui va revenir un petit peu par rapport à... Très bien. Par rapport à tout ça. À ces démarches, j'ai envie de dire, par rapport à vos travaux. Oui, très bien. Non, mais ça, c'est très bien. On va effectuer l'introduction et après ça, on va continuer. Aucun problème. Oui, en fait, on voulait en parler. Je vais parler de mon déclic à titre personnel. C'est-à-dire que pendant un long moment, je ne me suis pas vraiment occupé de ce qu'était le droit, à part ce que j'avais appris à l'école. Et c'est en fait en étant militant, donc panafricain en région parisienne, et en vivant aussi en banlieue parisienne, notamment dans la banlieue de Melun, que j'ai été confronté aux forces de l'ordre et au fait de connaître ses droits. Parce que ça permet en fait d'éviter beaucoup de désagréments, en fait, de connaître ses droits, parce que quand on se fait arrêter, ça permet tout de suite d'avoir des bons réflexes qui fait qu'on ne va pas forcément d'emblée être soumis en tout cas à ce que j'appelle en tout cas une oppression. Je le dis à titre personnel, hein, en tant que culriste, justement, c'est ce que je dis et ce que j'ai retrouvé en tout cas en banlieue parisienne. Et c'est en me formant à travers des syndicats, c'est des syndicalistes, et aussi dans la brigade anti-négrophobie, justement, ils faisaient des formations militantes sur le droit. Ce qui nous permettait en fait de connaître nos droits et ensuite de pouvoir mieux organiser nos manifestations déjà, et ensuite de mieux nous défendre en tout cas en cas de soucis. Et c'est vrai que ça a changé radicalement ma façon de lutter et ma façon de voir les choses, pour être relativement serein. Ça permet d'être, par exemple, sur le terrain relativement serein parce qu'on sait en fait comment se défendre s'il y a une difficulté ou comment répondre si on subit justement cette oppression-là. Donc, on a voulu justement aborder cette thématique-là pour voir qu'est-ce que le droit finalement, qu'est-ce que la justice par laquelle nous sommes régis et comment en fait, en tant que militant, on peut se mouvoir dans cet univers-là. Et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on projette en tout cas à travers notre vision de la justice et du droit. Donc c'est pour ça justement qu'on a posé cette thématique-là et que c'est important justement qu'on puisse l'aborder avec quelqu'un qui est impliqué en tout cas dans ce domaine-là. Et engagé aussi. Et engagé en plus, qui permet justement de jongler le côté justice et le côté militantisme. Téléspectateurs, téléspectatrices, si vous nous regardez via les réseaux, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Ou si vous regardez à la télé, vous avez également des commentaires, appelez le 05 96 71 27 27 ou 05 96 71 27 07. Pas forcément là maintenant, à l'instant T. Demain, dans la journée, vous appelez, vous laissez votre commentaire. Si vous avez des choses positives à nous dire, ou même pas forcément, hein. Pas hésiter. On est là pour ça aussi, comme ça nous permet de grandir et d'évoluer aussi. Et je vais juste rajouter d'être constructif. Si la vie est négative, d'être au moins constructif et de proposer justement à travers la page F-Media
qu'on a sur Instagram, proposer des intervenants ou de vous-même venir pour donner votre avis sur des sujets. Parce que l'idée, c'est justement d'avoir des fois des débats contradictoires pour amener justement quelque chose aux spectatrices et aux spectateurs. On est là pour le collectif, donc nous avons grandi tous ensemble. Donc, justice et militantisme. Vous nous avez raconté un petit peu votre parcours entre la Martinique, Poitiers, un ouvrage, d'autres ouvrages également. Comment concilier le métier d'avocat avec un engagement militant? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, surtout avec la justice, je dirais, dite française? Alors, c'est une question en fait très très intéressante parce que elle me paraît, la réponse me paraît fondamentale. C'est-à-dire en fait, c'est à partir de cette réponse en fait que, selon moi, on pourrait alors distinguer, par exemple, mon engagement, l'objet de mon engagement, de celui d'autre en fait, l'engagement d'un autre. Alors d'abord, puisqu'on parle du métier d'avocat, on parle du droit. Alors, je voudrais, ça il me semble important de le savoir, vous dire en fait que le corpus juridique français, le droit français, l'esprit qui traverse le droit, hein, voilà, le législateur français, ne se fixe pas comme objectif en fait la justice, telle qu'on pourrait le croire. D'accord ? Gérer ça, alors je parle au concept, hein, gérer sa nation, hein, gérer son territoire, gérer en fait ses ressortissants, mais ça n'a pas vocation en fait, cette gestion n'a pas vocation à réaliser la justice. C'est très très important, voilà. Sinon, on ne comprendra pas, en fait, par exemple, comment un État comme celui qu'est l'État français, avec un Parlement, avec des députés, des sénateurs et autres, un gouvernement et autres, comment, en fait, si sa finalité, la finalité de ces agents qui mettent en œuvre le droit et qui garantissent, en fait, son respect, qui créent d'ailleurs le droit, comment ces agents peuvent, de manière aussi aisée, aller et s'approprier les matières premières en Afrique, dans d'autres pays, ouvertement. Hein, je pense à l'espace du franc CFA, puisqu'on parle de la France, c'est pour illustrer. Et on voit bien que ce n'est pas la justice. Et pourtant, c'est fort en fait de leur constitution, c'est fort en fait de leur politique, c'est fort de leurs droits, c'est fort en fait de leur majorité parlementaire, en fait, qu'ils arrivent en fait à faire ça. Et on sait qu'au bout de cela, il y a des empoisonnements, il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants en fait qui sont exploités, il y a on prive en fait de leur richesse en fait des millions de personnes pour pouvoir en fait se l'approprier et rapatrier tout ça en fait en Europe, en l'occurrence en France, mais ça se voit, etc. Il n'y a pas de justice là. La chose est flagrante. Pas seulement ça. Mais il n'y a pas de texte de loi pour légitimer cette justice-là aussi. C'est-à-dire à travers toutes ces injustices, je dirais. Oui. Vous avez parlé d'exemples, par exemple... si, il y a des textes, oui, tout à fait. Il y a des textes pour pouvoir légitimer tout ça? Mais sinon, sur quelle base, en fait, ils auraient pu le faire? Si. Ils ont créé des concepts, en fait, raison d'État, par exemple, en fait, quelque chose il y a des concepts là qui sont là, ils ont distingué, je dirais, l'État, en fait, du peuple. Et l'État est une institution, d'ailleurs, en fait, le préfet représente l'État. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, en fait, voilà. Et donc, cet État, en fait, a des droits propres. Et cet État, en fait, peut aller décider de faire la guerre alors que le peuple ne veut pas. Voilà un peu ce que je veux dire. On peut, voilà. Regardez, en fait, ce qui... On ne va pas faire appel à la population pour partir en guerre, par exemple. Non, voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc, il a un pouvoir, voilà, etc. Et donc, il faut comprendre ça. Donc, en fait, oui, ils peuvent, en fait, ils ont leur droit leur donne cette liberté. Alors, pour comprendre ça, je vais vite, mais il y a un concept clé qu'il faut connaître.
parce qu'on en parle, on l'utilise souvent, mais c'est le concept de souveraineté. Souveraineté. Et on ne sait pas vraiment, d'une manière générale, on ne sait pas à quoi ça renvoie. C'est un concept, en fait, que les rois européens, en particulier, durant la période de la Renaissance, vont élaborer. Et donc, en fait, 15e, 16e siècle, ils vont élaborer ce concept pour pouvoir, en fait, s'opposer aux autres, je dirais, chefs de royaume, se protéger contre la papauté, se protéger contre d'autres volontés en fait impériales, etc. Et donc, ils vont élaborer un concept juridique qui est la souveraineté et qui vient dire en fait que pour protéger leurs droits et rendre absolu leurs droits sur la population sujet et leur territoire, de façon à ce que tout le monde, tous là, s'accordent en fait à respecter la souveraineté des uns et des autres. Et cette souveraineté, lorsque ce concept est élaboré, signifie ce que ça signifie, c'est un droit de vie et de mort en fait sur la population sujet. Et voilà, le droit de vie et de mort. Rappelez-vous, en fait, hein, le roi, c'est l'époque des rois, etc. Le concept, voilà, souverain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que celui qui détient ça, et en l'occurrence, c'était le roi à ce moment-là, qui détient ce pouvoir, n'a pas de... il est Dieu sur terre, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas d'autorité supérieure, il n'a pas d'autorité à l'extérieur de son territoire. Mais dans la forme de république, là, maintenant. Oui, voilà. Mais c'est strictement pareil. Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours le roi soleil et puis... Oui, parce que la République... Ça a juste changé de nomination. Oui, la République... D'appellation. Absolument. Non, ça n'a pas changé. La souveraineté, elle est toujours là. Ils disent, en fait, ça appartient à la nation. Mais la nation, en fait, le pouvoir de la nation est détenu par l'État. Vous voyez la subtilité. Ce sont des montages, hein, il faut bien comprendre ça. Donc, lorsqu'ils sortiront de la royauté, 1782, je prends l'exemple de la France, en fait, et puis Première République 1791, 1792, en fait, hein, ils vont mettre leur Première République. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont garder la souveraineté. Ils vont garder la souveraineté, mais ils vont la remettre à la République. Et donc, c'est d'ailleurs, preuve en est, hein, à cette époque, la femme, ce n'est qu'en 1944 hein, que la femme aura le droit de vote, etc. etc. Donc, et cette souveraineté, elle est radicale. Hein. Je veux dire qu'en fait, ce sont ces gens qui détiennent en fait, le pouvoir sur les autres. Et cette souveraineté, c'est un droit de vie, et donc le droit de disposer du corps de l'être humain et de son mental. Il faut bien comprendre ça. Et donc, c'est la souveraineté qui va être à la base du droit international. Parce qu'en même temps, c'était là le droit international. Comment pour que chacun ait la primauté en fait, de sa mainmise en fait, sur la population sujet. Donc, c'est la base jusqu'à présent. Voilà. Et donc, c'est cette souveraineté qui a été remise en cause avec la Deuxième Guerre mondiale dans l'espace occidental, puisque cette souveraineté qui donnait le droit de vie et de mort et d'aller partout, de tuer, etc., elle s'est retournée contre eux. Et dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont voulu, et c'est là qu'apparaît, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, un concept qu'ils vont devoir élaborer, parce qu'ils constatent en fait que, ils s'autodétruisent en maintenant, en fait, je dirais, la chosification de l'être humain dans le fait de donner à l'État hein, ce pouvoir de chosifier les êtres humains. Et donc c'est comme ça que va apparaître le concept de personne humaine. C'est-à-dire qu'une personne en droit, on ne le sait pas en général, hein, mais une personne en droit n'est pas un être humain. Et une personne humaine n'en est pas un non plus, mais je ne vais pas entrer dans le détail, mais ils ont humanisé la personne. Ça sera maintenant une personne humaine. D'ailleurs, une personne morale n'est pas un être humain. Donc on voit bien qu'une personne peut être une société, etc. On voit bien le concept de personne en droit, il ne s'agit pas de ça. Par contre, et pourtant, jusque-là, voilà, il pouvait être une personne. Mais à la base, la justice, c'est avec des êtres humains. Oui, mais ça Pourquoi il y a autant de mal à insérer l'humanité? Voilà, mais parce que simplement, en fait, la question est très, très, très appropriée.
Parce qu'il faut bien distinguer deux mondes. Le monde du droit, qui est un monde en fait de fiction. Par exemple, lorsque, imaginons des gens viennent là et arrivent et puis disent en fait, bon voilà, dorénavant nous sommes des esclaves. Dans son système juridique, ça s'appelle en fait, c'est une identité fictive. On n'est pas ça. Et pourtant, pendant plusieurs siècles, vous savez, nos ancêtres, voilà. C'est une technique juridique, ça s'appelle la fiction juridique. On sait que c'est pas vrai, mais on dit que c'est ça, et puis on oblige l'autre avec un système de contrainte, de violence en fait, d'oppression. D'accord ? Donc, en effet, on peut distribuer autant d'identités fictives si en fait je suis souverain. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est moi qui dis que vous êtes comme je veux, etc. Et donc, c'est la hiérarchisation des êtres à ce moment-là. Et donc, on vit dans ça. Et donc, chacun essaie de trouver sa place au soleil, en fait, dans cette affaire, etc. Et donc ça. Et puis, il y a la vérité, la tangibilité, l'humanité, les êtres humains qui sont là, et qui n'ont rien à voir avec ça. Je veux dire, nos ancêtres n'avaient rien à voir avec ces identités fictives. D'ailleurs, ils l'ont combattu. Était-il légitime, en fait, lorsqu'ils combattaient, en fait, ce déni d'humanité ? Lorsqu'on leur imposait le statut d'esclave, de meuble, d'affranchi, était-il légitime ? Oui, ils étaient légitimes. D'ailleurs, ceux-là même qui prétendaient leur imposer ça, pendant, je parle de ces États, pendant plusieurs siècles, eh bien, on finit par reconnaître, en fait, que ce qu'ils commettaient était un crime contre l'humanité, la loi du 21 mai 2001. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est bien ça, un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que vous m'imposez des identités qui ne sont pas des humains, vous me demandez de me socialiser comme si j'étais ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est ça, en réalité. Donc, il faut bien comprendre les deux niveaux. Et souvent, les gens, en fait, n'analysent pas, ne distinguent pas ces deux niveaux. Donc, c'est une construction. C'est pour cette raison que il y a plusieurs sociétés, mais chaque société a son système juridique, etc. Il y a des différences, il faut comprendre, parce que ce sont des constructions mentales. Donc, à partir de là, la difficulté, pour l'être humain, en fait, qui se trouve pris en otage dans la souveraineté, eh bien, c'est l'inadéquation, je dirais ce décalage entre qui il est, un être humain, et puis un système, en fait, qui dit qu'il est autre chose. Et on retrouve, en fait, ces contradictions qui se révèlent à travers des conflits ouverts souvent. Par exemple, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si c'est avant ou après le commencement de l'émission, mais les prix chers, etc. Voilà, cette profitation 2009 et aujourd'hui. Eh bien, c'est là, c'est le conflit. Il y a des prédateurs qui disent en fait que oui, mais moi, je suis légitime parce que nous sommes dans un système capitaliste. Je suis légitime. Le droit me dit je peux fixer le prix que je veux. Je suis légitime parce que j'ai des frais structurels. Je suis légitime. En fait, je suis légitime. Et puis il y a les êtres humains qui disent écoutez, vous êtes légitime, mais est-il légitime en fait pour nous d'exiger en fait le respect de notre dignité? Est-il légitime pour nous en fait d'exiger qu'en fait qu'on ne nous prédate pas, qu'on ne nous vole pas? Excusez-moi, j'ai l'impression que ce sont deux mondes. Absolument. J'ai l'impression que c'est même pas sur la même rotation, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment deux mondes différents sur la même planète, mais il n'y a pas de coexistence, il n'y a pas de cohabitation, j'ai envie de dire. Parce que il y a des prédateurs, des profiteurs, des menteurs, des manipulateurs qui se sont appropriés l'outil juridique, l'outil institutionnel, et qui en fait profitent de l'ignorance en fait de ceux qui subissent en fait leur violence, et qui viennent et qui disent je suis légitime, en fait, le droit a dit. Heureusement que nos ancêtres en fait ont dit oui, votre droit a dit, mais nous disons en fait que ce que vous faites là en fait n'est ni justifié par le Dieu dont vous nous parlez, ni justifié en fait par la justice, qui n'est pas celle que vous prétendez en fait nous présenter, ni justifié en fait par notre tangibilité entre notre qualité d'être humain. Donc vous mentez, nous ne sommes pas ça, et cette souffrance en fait que vous nous imposez est le signe manifeste en fait que vous êtes des salopards. Et donc on vous combat. Et donc oui, la légitimité était de leur côté. Et l'illégitimité était de l'autre côté. Et aujourd'hui, en fait, lorsque sur un plateau de télé, eh bien, nous voyons ces représentants, des millionnaires, des multimillionnaires et des milliardaires qui viennent dire, ils veulent pleurer, oui, nous sommes légitimes, et en fait, nous avons des coûts, etc., devant des gens, en fait, qui n'arrivent même pas, en fait, à mi-mois à payer, en fait, tant leur nourriture que leur logement et autres, etc., que ce soit pour eux ou pour leurs enfants. Eh bien, quelle indécence! Eh bien, il s'agit de déni d'humanité.
C'est ça, le décalage. Et c'est pour cette raison que, on parlait d'engagement, comme je vous disais, lorsque je suis dans l'espace professionnel, en dépit des difficultés en fait, qui sont là de par le fait que ces prédateurs ont imposé leur système qui est là, et voilà, avec toutes les subtilités que ça signifie, et toute la violence symbolique ou je dirais même physique en fait que cela comporte, eh bien, c'est en tant qu'être humain et non pas en tant qu'avocat, tel qu'ils le définissent. Je ne conçois pas en fait, je dirais, le savoir que j'ai comme étant une identité que je. Non, c'est pas une identité, c'est un savoir. C'est un outil pour les êtres humains. Il faut se rappeler en fait que l'être humain est avant la construction juridique. Ontologiquement, l'être humain est avant. S'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de construction. Voilà. Et on voit mal comment des êtres humains peuvent volontairement aller construire quelque chose pour se flageller. Vous comprenez ce que je dis, pour se mettre en prison, pour se manipuler. Non, c'est parce qu'il y a certains qui se sont accaparés de ça et qui l'ont étudié suffisamment et qui évidemment, et comme ils sont illégitimes, en fait, l'illégitimité est accompagnée de la violence. Donc ils se sont, voilà, et ils ont créé tout un système de corruption. Eh bien sûr, hein, voilà, mais bon, je fais mon travail, hein, il faut que je vous mette en prison, il faut que je vous juge, hein, ouais, sinon je perdre mon travail, en fait. Hein. Voilà un peu ce que je veux dire. Système de corruption. Et donc, voilà, on justifie, en fait, l'inhumanité, on justifie le déni d'humanité au motif, en fait, que, oui, mais le souverain, en fait, oui, il a le droit, et nous avons le droit, le souverain, c'est-à-dire de disposer de notre corps et de notre mental. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, je voulais quand même vous présenter ça. Et est-ce que, du coup, ce sont des raisons pour lesquelles vous avez créé le mouvement Moon ? Alors, oui, le mouvement Moon, en fait... Déjà, c'est quoi le mouvement Moon? Alors, le mouvement Moon, mouvement et puis Moon. Bon, je dirais, ça parle de lui-même. C'est l'être humain en mouvement. C'est l'être humain, en fait, qui a de l'égard pour l'être humain. C'est l'être humain, en fait, qui, en fait, affirme que son humanité n'est pas négociable. Que son humanité est avant le système, en fait, dans lequel, en fait, il peut ou pas accepter de s'insérer selon la qualité du système. Et dès lors, en fait, eh bien, ce système, ouais, tout à l'heure, vous avez senti, en fait, le décalage qui peut exister, qui existe, en fait, voilà. Eh bien, ce décalage, en fait, depuis nos ancêtres, puisque le décalage, il était radical, hein, vraiment très visible, en fait, hein, on a cessé de génération en génération à dissoudre, en fait, le système de déni d'humanité. Bon, ce droit colonial, et voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a des subtilités. Ma thèse de doctorat, justement, a démontré qu'en fait, le statut que nous avons, qu'on appelle l'assimilation juridique, hein, est un statut du Code noir, puisque l'affranchissement est un statut qui est apparu avec le Code noir. Vous voyez un peu, on n'est pas affranchi si on n'est pas esclave. Et qui peut être affranchi sinon l'esclave? Vous voyez, dans le système. Donc, lorsqu'on rentre dans le système d'affranchi, l'affranchissement de 1848 n'est pas le statut d'être humain. Il faut bien comprendre ça. C'est des subtilités, il faut comprendre ces choses-là. Juste une petite parenthèse. Le Code noir, il est enlevé, il est sorti des livres de droit français ou bien il est encore présent? Non, alors le Code noir, en fait... Alors, juste une petite parenthèse. Absolument, parenthèse. Sans entrer dans... Voilà, tout à fait. Non, le Code noir, en fait... D'abord, il y a un Code noir, en fait, initial, puisqu'on parle de la France, en 1685, Colbert et sa bande, ils créent, en fait, ils organisent, les colons sur place, l'esclavage déjà dans les colonies françaises, hein, en Martinique notamment, et les colons demandent, en fait, qu'il y ait un peu plus de rigueur, en fait, quelque chose de plus rigoureux qui puisse tenir et les rassurer dans leur exploitation. Eh bien, le roi français et son juriste, son ministre, en fait, Colbert, vont répondre à cela, et ça va aboutir, en fait, à l'élaboration du Code noir 1685. Et donc, il va, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, on va retenir, en fait, ce nom Code noir affecté, en fait, à ce texte-là. Mais le Code noir, en fait, pour le juriste, en fait, c'est-à-dire le droit colonial esclavagiste, en fait, appliqué aux Noirs, n'est pas seulement ce code. Il y a plein d'autres droits. Il y a des lois, des décrets, des édits, etc. Il y a plein d'autres textes, en fait, hein,
les arrêter, etc. Donc le code noir, c'est tout ça. Et donc, non, le code noir, en fait, dans sa plénitude, n'est pas aboli. D'accord. Il n'y a pas longtemps, il me semble en 2020, il y a en fait la loi de 1849, une loi de 1849 qui était venue en fait venir appliquer ce qu'avait prévu le fameux décret du 27 avril 1848, dit décret de l'émancipation, l'abolition de l'esclavage, ce qui est totalement faux, et appliquer l'article 5 qui avait prévu le versement d'une indemnité aux colons. Parce qu'ils ont vendu, et ils doivent recevoir en fait une indemnité. Hein, ils ont transmis par cession en fait à l'État, et donc il fallait, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est une transaction qui a été faite. La négociation, vous voyez, notre humanité négocie toujours. Eh bien, donc finalement, il y a cette loi de 49 qui est venue pour pouvoir dire, bon ben voilà, ils vont recevoir en fait, je crois plus de 120 millions de francs à l'époque, etc. Bon. Eh bien, c'est en 2020, là, si je m'appelle bien, que le Parlement français va abroger. Oui, va abroger ça. Donc vous voyez bien que si on l'abroge, c'est que ça fait partie du corpus, hein. Ça fait partie de tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein. Et donc, mais constatez qu'en fait, qu'ils n'ont pas abrogé l'article 5. Qui pourtant a donné lieu, dans son application, à cette loi. L'article 5, en fait, parce que ça a une autre signification, une autre portée. Or, pourquoi ne pas abolir, ne pas abroger cet article 5 ? Ils veulent le laisser au chaud, quoi. Non, mais non, parce que ils le mettent de côté aussi. Non, mais parce que tout ça a des implications juridiques, etc. Je parle dans le détail, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est les incidences, en fait. Et puis, il faut que vous sachiez quelque chose. L'État français, nous sommes en 1848, en fait, qui hypocritement en fait a fait croire aux Noirs en fait en nos ancêtres que oui, ça serait l'abolition, etc., etc. Ministre en fait des colonies, hein, sous-secrétaire d'État des colonies à l'époque. Eh bien, donc responsable du patrimoine français, gros patrimoine français. Donc il est là à la tête et il faut voilà. Il y a une pression énorme. Il faut qu'ils trouvent une solution. Et pour eux, en fait, s'ils ne veulent pas perdre en fait, ces colonies-là, comme ils ont perdu Saint-Domingue, qui est devenu Haïti en 1804, il faut arriver en fait, à franchir, et puis pour que nos ancêtres puissent rester là et continuer l'exploitation. C'est vraiment ça. Et donc, dans son rapport, d'ailleurs, à l'époque, eh bien, il dit qu'il s'adresse en fait directement. Il y a un nous. Le nous, c'est lui et les colons. Et nous, en fait, on aurait tout perdu. On risquait de tout perdre, comme à Saint-Domingue, si on n'avait pas, en fait, voilà ce qu'il dit. Et donc, le nous, et il dit, en fait, qu'il a été voir les colons sur place pour les rassurer, pour leur dire, bon, voilà, les colons sont tous d'accord, en fait, qu'il fallait faire ça. Donc, c'est son camp. Ils sont d'accord pour aller. Vous imaginez bien que les colons veulent, ceux qui détiennent les esclaves, veulent, en fait, que leurs intérêts soient assurés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il nous annonce l'abolition, j'entends bien, mais bon, ça a une signification juridique, l'abolition. Et ça signifie, dans le cas d'espèce, que le droit donné aux Français de commettre en fait cet acte criminel en fait, qui est la possession et l'exploitation des hommes et des femmes, nos ancêtres, et bien que ce droit, dorénavant, disparaît radicalement du corpus juridique français. Donc l'État français, la République française, justement, n'autorise dorénavant plus aucun Français. Donc ça n'est plus... L'État ce droit ne peut pas être acquis de la volonté étatique du droit. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? L'article 8 de ce fameux décret du 27 avril 1848, l'article 8, allez voir cet article 8, et vous verrez qu'en fait que cet article 8, eh bien, ils ont accordé 3 ans aux colons en fait pour se débarrasser en fait de leur dit esclaves, 3 ans. Et il y a des Français qui sont aussi à l'étranger, aux États-Unis, Louisiane, ou bien en fait à Cuba, ou bien voilà, là où il y a au Brésil, voilà. Et là où l'esclavage règne, etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer qu'en fait que
si cet article 8 a existé, c'est parce qu'il y avait la pression de lobbies qui ne voulaient pas en fait que l'abolition de l'esclavage et qui voulaient préserver en fait leurs droits criminels. Et ils ont pu l'obtenir pendant 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, nous sommes en 1851, ils vont se mobiliser. Et ils vont obtenir en fait que ce soit prolongé de 7 ans encore. Donc de 3 ans, 10 ans. 10 ans, le droit dans le corpus juridique français. L'État français a donné le droit d'exploiter à des Français d'avoir... Voilà. Pour quelles raisons? 2 raisons essentielles. Les raisons économiques propres à ces gens qui sont et qui prétendent en fait ne pas pouvoir concurrencer, ne pas pouvoir gagner leur argent dans les pays où l'esclavage, etc. Les autres en fait exploitent et eux ils n'ont pas, etc., etc. Et puis deuxième raison, et c'est celle qui va emporter la conviction en fait de l'État français, c'est que l'économie française est en danger parce que il y a les navires marchands. Il faut que la France reste dans la concurrence. Et donc, il légitime l'économie esclavagiste, en fait, dans l'État français de l'époque, etc., pendant tout ça, tout ce délai. Donc, pendant 10 ans. Et donc, donc, pas d'abolition. Il y a sur place, puisque nos ancêtres se sont rebellés, etc., il y a des révoltes, etc., donc, ils se disent, voilà, il faut qu'on mollit là. Mais le droit, ils n'ont pas enlevé l'abolition, en fait, la disparition de ce droit a demeuré. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, M. Monotuka. Excusez-moi. Oui. Parce que là, on est à la deuxième question. Oui. On parle du côté juridique par rapport à... Moi, ce que je constate en vous écoutant, et puis après ça, je vais vous expliquer... Oui, allez-y. Voilà. Je constate que limite, la justice, mais il n'y a pas de justice. Bon, ça va. Non, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on n'a pas abordé c'est quoi la justice. On confond souvent parce que ça relève de la manipulation, les concepts. On entend justice, etc. Non, il y a des décisions judiciaires rendues par des juges, par des tribunaux. Mais la justice relève d'autres choses. Eux-mêmes, à l'école, lorsque vous faites la formation en droit, eux-mêmes le disent, ils n'ont pas vocation à rendre justice. C'est pas ça. Et vous pouvez avoir son sentiment ou pas, ça c'est votre problème. Mais là, pour l'instant, la chose est ce qu'elle est. Parce que, par exemple, quand j'entends à l'époque gouverneur, c'est devenu le préfet. Quand j'entends les maîtres de plantation, c'est devenu comme les chefs de distribution, voilà. Et à travers tous ces exemples, c'est-à-dire cette histoire, notre histoire qui est proche, et le présent, je constate qu'il n'y a pas eu vraiment de changement et que même si, par exemple, on parlait de 1849, vous avez parlé de 1849, à une loi en 2020 qui devait être abrogée, mais qui n'a pas été complètement abrogée, comme vous disiez, par rapport à l'article 5. Oui, parce que c'est une hypocrisie. Je veux dire, abroger l'article 5 qui a donné, l'article 5 du décret, et pourquoi? Qui dit, en fait, ils ont le droit à l'indemnité. Alors que l'autre, c'était la séparation de l'indemnité. C'est pas la remise en cause du droit à l'indemnité. Donc, ils n'ont pas remis en cause le droit à l'indemnité. Parce qu'il y a toujours, je ne veux pas dire un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de magouilles entre la justice, l'économie, une certaine apparence également à montrer au monde entier. Donc, les choses n'avancent pas vraiment en termes de justice pour l'humanité. Oui, mais vous voyez, dans le discours que vous venez de tenir, vous avez employé deux fois au moins la justice et dans des situations totalement contradictoires. Il faut faire très attention. Vous avez dit, en fait, vous avez parlé dans le système en fait, de décisions qu'ils rendent. Vous avez parlé de justice, hein, c'est le même concept. Et de l'autre côté, et vous dites qu'il n'y a pas vraiment de justice. Ça, c'est encore un autre concept. Ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir, en fait, je dirais, favoriser un raisonnement suffisamment clair à ce sujet, je pense en fait qu'il faut laisser le concept de justice pour autre chose. Voilà. Et parler de décisions judiciaires, de décisions des juges, des tribunaux, etc., pour pouvoir en fait, et puis méditer véritablement sur ce qu'est la justice. Et vous allez constater qu'en fait vous allez éviter ces confusions, parce que en fait ces confusions impliquent aussi une attitude confusionnelle en fait. Ouais, parce que donc il faut être très, très attentif à ça. Ok. Et du coup, pour faire le lien entre le droit justement et le militantisme, est-ce que vous pouvez nous parler du concept ou de ce que ça représente juridiquement, la désobéissance civile? Alors, la désobéissance civile, en fait, ça renvoie à l'idée substantielle de ne pas respecter
Déjà, c'est quoi la désobéissance civile? Ne pas respecter en fait le droit positif, le droit qui s'applique sur le moment. C'est ça, voilà. Civil veut dire en fait que dans leur signification, ce sont des gens qui ne relèvent pas des institutions étatiques, administratives. Ce sont des gens qui, en dehors en fait de ces cadres-là, décident en fait de ne pas, voilà. En tout état de cause, lorsqu'on décide de ne pas obéir, en fait, même si ça veut dire aussi qu'on se prend une distance vis-à-vis des institutions. Imaginons qu'on était employé, voilà. Donc nécessairement, on retrouve en fait cette distinction entre ceux qui appliquent et ceux qui refusent d'appliquer. Donc, désobéissance. Mais maintenant, à quelle fin? C'est toujours la question, en fait. À quelle fin? Vous savez, ils peuvent tout à fait réprimer la désobéissance civile en face, en disant que vous êtes hors la loi et donc eux, ils sont dans le droit, puisque voilà. Réprimer en fait cette désobéissance, alors même en fait que ceux qui désobéissent en fait ne sont pas éclairés. C'est-à-dire que ce qu'ils font, la direction, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils prétendent, en fait, comment la lecture qu'ils ont de la réalité, en termes d'efficience, en termes d'efficacité. Pas l'intention. L'intention, on peut trouver une intention très, très, très saine, en fait. L'intention, elle est belle, elle paraît tout à fait... Voilà, mais c'est le comment. Le comment exige, en fait, la connaissance. Le comment exige, en fait, le discernement. Et donc, pour ma part, en fait, le concept de désobéissance civile, en fait, doit se limiter, en fait, à ne pas obéir à la loi, à s'opposer à la loi pour une raison, mais la grande question c'est toujours en fait quelle est cette raison, de façon à ce que et à quelle fin. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi c'est la désobéissance civile est un outil, un outil, une manière de se positionner pour pouvoir créer en fait la confrontation. Mais la confrontation, tout de suite, ils obéissent pas à la loi, mais pourquoi? Et je me rappelle en fait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, des hommes et des femmes, dignes filles et fils de la société martiniquaise, qui s'étaient mobilisés pour la défense, en fait, des droits des êtres humains, et qui se sont positionnés, non pas en tant que parti politique, non pas en tant que syndicalisme, en tant qu'être humain. Vous voyez, le mouvement Moon, c'est l'être humain en mouvement qui voilà. Nous considérons que en effet, nous exigeons que l'être humain soit traité avec égard. L'être humain. Et donc, dès lors, en fait, c'est la reconnaissance de la valeur, en fait, de l'autre être humain, mais et de moi-même en même temps. Donc, on porte une même valeur. Donc, on n'est pas là, en fait, dans une double identité. C'est la même identité et on la densifie et on exige en fait qu'elle soit respectée. Et donc on affirme sa non-négociabilité, comme nos ancêtres l'ont affirmé et qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais nous devons en fait, nous avons encore en fait, je dirais, à finaliser. Voilà. Mais on est en train de le faire. Donc là, je me rappelle en fait, vous étiez en face de policiers, de CRS. Et Claude dit, ouais, obéissance à la loi. Et donc, c'est la sommation, obéissance à la loi. Et puis, la réponse a été, en fait, obéissance à la loi, avec aucun moment, ou, etc., obéissance à la loi. Vous êtes qu'empoisonnez-nous, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, en fait, il dit, mais c'est en dire, en fait, que c'est cette loi qui autorise, en fait, notre empoisonnement. C'est cette loi qui nous dénie notre humanité. Vous nous demandez, en fait, d'obéir à cette loi. Et là, la signification est claire. C'est pas cette loi, en fait, qui prive, en fait, un parti politique ou un syndicat de ses droits. C'est cette loi en fait qui prive à l'être humain en fait de sa qualité d'être humain. Et donc ensuite après ça il y a outrage, c'est-à-dire que eux le reçoivent comme un outrage alors. Non, mais là c'est le système de manipulation. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur trappe là, vous voyez, parce que voilà. Le souverain dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais ensuite à cause le souverain dispose en fait de ton corps et de ton mental. Pourquoi? Parce qu'il te refuse l'identité humaine. Il aurait accepté, il t'aurait institué comme étant un être humain dans son corpus juridique, que ça lui enlèverait radicalement le droit, en fait, de disposer de ton corps. Mais il ne le fait pas.
il te donne une identité subalterne, la hiérarchisation des êtres. Il garde sa souveraineté, mais qu'il se donne par l'illégitimité, c'est-à-dire par la violence, et puis par toutes sortes de manipulations. Et lorsqu'on regarde, en fait, tenez, regardez ce qui s'est passé pour le Covid. J'avais bien vu un État qui, affirmant sa souveraineté, a prétendu venir, en fait, et puis disposer des corps et du mental des uns et des autres, en imposant, en fait, une piqûre. Une piqûre, en fait, que c'est la mort qu'il a, ou c'est la maladie qu'il a, il veut dire non, moi, je dois, parce que moi, c'est souverain, moi, je dois pitié, et pour vous, je dois respecter. Et si vous parlez, pourquoi pas il y a dans des rives, ou pas qu'il travaille, ou pas qu'il ci, ou pas qu'il ça. Et donc, c'est l'acte, en fait, du déni d'humanité. C'est l'acte, en fait, qui consiste à dire, je suis le souverain, je suis la toute puissance. J'ai la valeur je corresponds à la définition de Dieu, en fait, en réalité. Rappelez-vous, en fait, comment ce concept-là est venu, en fait, c'est la sécularisation de l'idée de Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé Dieu et puis ils ont dit, ils se sont donnés, en fait. C'est pas compliqué, hein, c'est une technique très simple. Ben, Dieu encore, c'est moi qui bon Dieu. Et comme en fait, ils savent comment pas bon Dieu, et bien, je vais créer tout un système de manipulation, pour moi, ça en 30 autres, et comment ça ne pas accepter, je vais former les gens, et je vais payer pour venir soldats, puis venir gendarmes, puis venir policiers, je vais payer pour venir juge, et puis obéir, puis pour les arriver devant le code là, les besoin puis on dit, moi, je suis obligé de faire. Ça manque à constater aussi, c'est que, et puis je vais te laisser poser la question juste après, Ulrich, c'est que le terme démocratie sans celle mascarade. Mais bon, ça c'est anti-parenthèse, comment tu les rajouter. Ulrich. Ok, et du coup, comment les militants peuvent réagir par rapport à cette agression finalement des forces de l'ordre? Quel conseil en fait qu'on pourrait leur donner Alors, le seul conseil qui, à mon avis, contient tous les conseils, c'est d'être fidèle en fait à leur qualité d'être humain et d'exiger radicalement son respect. Ne pas négocier sa qualité d'être humain. Et à partir de là, eh bien, tout le monde s'émoune. Toutes les identités fictives, toutes ces hiérarchies tombent. Parce qu'en réalité, elles n'ont pas de consistance. Sauf, en fait, l'acte en fait, de violence qui consiste à dire, en fait, moi, c'est mettre tout. Donc, en fait, on rentre dans un monde nous plonger dans un monde de fiction. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est... Je le disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure en fait de cette Deuxième Guerre mondiale. À l'issue, ils ont été obligés en fait d'élaborer un concept pour pouvoir socialiser l'être humain un peu plus proche de l'être humain, d'où la personne humaine. Ce concept-là n'existait pas avant. Ils ont élaboré ça. Maintenant, les gens vont être socialisés et ils ont donné une dignité humaine. Le concept de dignité humaine va apparaître là et ils vont donner une consistance. Et ils vont dire que cette dignité, cette nature humaine, ça correspond à la nature humaine, est un droit absolu. Qui a droit au respect radical, en tout et en tout lieu, même en temps de guerre. D'accord? Et donc, il va avoir des lois, en fait, etc., etc. Ils vont prendre l'engagement dans l'espace, en fait, occidental. Et l'ONU, en fait, étant un vecteur intéressant pour comprendre cette dynamique, eh bien, ils vont prendre l'engagement d'épurer leur corpus juridique de tout déni d'humanité. C'est ça l'engagement. Et c'est comme ça qu'en fait qu'ils vont avancer, la France et autres, etc. Si vous voyez, vous allez voir, en fait, voilà. Vous verrez, si vous allez, nous sommes en 1946, vous voyez le préambule de la Constitution, la 4e République de l'État français, la Constitution, en fait, où il parle, en fait, justement, de cette violence, en fait, de ce déni d'humanité, je dirais ça comme ça, pendant la guerre, etc. Ils dénoncent et puis donc ils disent, voilà, une nouvelle ère, en fait, personne humaine, etc., etc. Eh bien, ils se sont engagés à ça, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Parce que sinon, ils perdent toute leur consistance. S'ils n'ont pas la possibilité de vous dire « je vous prends, je vous mets là, etc. » Ils ont ce sentiment qu'ils ne sont rien. Le contrôle. Le contrôle, voilà. Et c'est ça, en fait, qui, au fur et à mesure, ils ont avancé, puis à un moment donné, ils ont créé des contradictions. Parce que les gens se sont habitués au fur et à mesure, en fait, justement, à l'idée, en fait, que leur dignité, leur corps, ils ont le droit de, si on veut faire quelque chose avec mon corps, je dois connaître, en fait, je dois donner mon consentement et connaître aussi ce qu'on veut faire de mon corps et dire non ou pas, etc., etc. Vous voyez, c'est voilà, non plus. Parce que ce qui s'est passé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils ont voulu enlever l'être humain
sous la souveraineté, je dirais, des États. Voilà, et c'est ça, la personne humaine, dignité humaine, donc on ne touche pas. Et donc, et ils ont commencé en France, par exemple, à faire des lois, à faire des textes de loi, modifier la Constitution, etc., d'autres textes, pour pouvoir, en fait, épurer de toute ce dénuement d'humanité, chosification qui était banalisée avant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, mais à un moment donné, on constate, en fait, qu'ils n'ont jamais renoncé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dichotomies, une sorte de... Il y a des textes qui disent, en fait, c'est absolu, et puis en même temps, il faut des textes, en fait, qui leur donnent des droits. Mais qui est censé contrôler la justice? Personne n'est censé contrôler la justice, alors? C'est-à-dire, est-ce que... Non, la justice, c'est autre chose. Qui est censé contrôler l'ordre juridique? Il y a une organisation, il y a le Parlement, hein, etc. Bon, c'est un espace, en fait, assez hypocrite. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais bon. Mais pour juste finir cette idée, et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, nous sommes le fameux Covid. Ils veulent se servir de nous, etc., etc. Mais c'est en contradiction. Les gens vont dire, mais non. Les gens vont dire, mais attendez, vous ne respectez pas le droit. Eh bien, constatez qu'au Parlement, ils vont considérer qu'ils respectent le droit majoritairement. Conseil constitutionnel, ils vont considérer que la Constitution est tout à fait respectée. Conseil d'État, absolument. Et on ira en Europe. L'Europe va considérer que c'est tout à fait normal. Devant nos yeux, c'est la souveraineté. Et tout ça passe par la violence. Et vous avez vu, en fait, comment les choses, en fait, se passent. Et vous vous rappelez comment, justement, une partie des êtres humains constituant la société martiniquaise a défilé pendant cette période, en fait, où il était interdit d'être à l'extérieur, en fait, confinement, etc., sur l'autoroute. Vous vous rappelez, hein? Voilà, on dit, voilà, pour affirmer, en fait, que bon, vous n'allez pas nous rendre malades. Nous sommes très conscients de ce que vous êtes en train de faire et nous refusons radicalement parce que notre humanité n'est pas négociable. Il s'agit de ça, en fait. Ils se sont positionnés en tant qu'êtres humains. Et donc, ils ont lâché, en fait, toutes ces couvertures, en fait, manipulatrices, toutes ces identités qui sont, en fait, vampirisantes, citoyens, mais citoyens à l'obligation de respecter leur corpus. Vous voyez, c'est une forme d'intégration. Donc, là, ils ne sont pas ni citoyens, ni quoi que ce soit. Ils sont des êtres humains qui disent non. Ce sont des dieux. Alors du coup, comment on arrive à la fin de l'émission? Est-ce que vous auriez un message à passer pour votre conclusion? En tout cas, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour conclure sur vos propos? Oui, alors qu'est-ce que je félicite en fait ces hommes et ces femmes constituant la société martiniquaise, parce que toute société en fait a comme fondement les humains en fait qui la constituent évidemment. S'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de société humaine. Hein, bon. Je félicite en fait ces hommes et ces femmes qui en dépit de cette confusion instituée, entretenue par l'autre société que la société française, eh bien, continue à avancer sur le chemin que nous a légué nos ancêtres. La légitimité de l'engagement pour le respect de notre qualité d'être humain. Et qui, en fait, aujourd'hui, par exemple, par rapport au prix, à ces gens qui viennent, oui, je vous comprends, c'est vrai, vous êtes dans la misère, etc., et qui prétendent opposer la légitimité en fait, de leur système de prédation, hein, voilà, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ils disent, je vous entends, mais bon, débrouillez-vous, hein, mais comprenez que il n'est pas question, en fait, que nous acceptions de nous socialiser dans une telle matrice, dans une telle société. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas accepter d'accepter une organisation qui nous vampirise, qui détruise nos enfants et puis qui disent oui, mais c'est légitime puisque c'est organisé comme ça. C'est absurde. Et donc, ils nous opposent ça. Eh bien, je félicite en fait cette prise de conscience, ce discernement actif qui se traduit en cette détermination à écarter toute identité en fait qui serait en contradiction avec leur qualité d'être humain.
et qui viennent et qui disent en fait que, eh bien, vous avez vu, pas de casquette en fait de syndicat, pas de casquette de parti politique. Parce que tout ça, ce sont des émanations en fait d'intérêts privés, d'intérêts en fait. Je suis de tel syndicat. D'ailleurs, c'est né pour défendre une catégorie de profession. Ouais, il n'y a pas de. Non, voilà. Non, on sort de tous les parcs. Hein? On nous a multiplié les parcs. Et c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas, en fait, puisqu'il n'y a pas de point commun en réalité. À sortir de ça. À sortir de ça, donc pas de parc. Eh bien, les humains sont dans la rue, les humains sont devant leur télé, les humains sont en fait chez eux, en train de raisonner, de concevoir, non point selon, je dirais, ce qu'ils attendent à l'issue de la socialisation créole, en fait, qu'ils prétendent nous imposer, mais en conformité avec la socialisation propre à la société toute nous aimons. La société où nous sommes, qui nous sommes. Et donc voilà, c'est cette socialité qui était là et qu'on assume aujourd'hui. Okay. Parfait. Bon, eh bien, merci pour ces éclaircissements qui nous permettent en tout cas, moi j'invite en tout cas les spectatrices et spectateurs à, étant donné qu'il a été fait la démonstration que le principe d'humanité et le droit en tout cas dans lequel on est régi sont des choses en fait qui sont dissociables. Je vous invite juste à vous renseigner sur les systèmes juridiques, notamment de nos ancêtres afrodescendants. Et je vais prendre 2 exemples que, à titre personnel en tout cas, j'ai étudié. C'est celui, justement, le concept de Moon, maintenant, du point de vue des Congos, de la population Congo et de l'Empire Congo qui a existé avant la colonisation. Donc, essayez de vous renseigner avant 1540 sur les principes de droit, en tout cas, de la société Congo, et ce fait aussi de l'Égypte antique. Donc, c'est celle qui est la mieux renseignée. Donc, elle permet d'avoir une certaine notion de comment faire justice, justement, comment rendre le droit, et à travers le concept de maths. C'est très intéressant, justement, à se projeter à travers ce concept-là et voir comment, en partant de concepts, ils ont créé justement un système juridique qui est totalement différent de celui dans lequel on est régi. Donc j'invite justement les spectatrices et spectateurs à se renseigner à ces sujets-là, parce que c'est assez édifiant, et ça permet justement d'avoir une autre vision sur comment on veut construire une Martinique qui sera souveraine et qui sera régie par un principe de droit, justement, qui respectera, qui intégrera en tout cas l'humanité dans son exercice. Et nos valeurs. Eh bien, en tout cas, téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez... Non, je suppose, vous avez appris ce soir, parce qu'il y avait eu énormément de clés, énormément d'informations. Je vous invite à laisser vos commentaires, je l'ai déjà dit en début d'émission, sur Facebook, sur Instagram, la page F-Media, sur YouTube également, sur Zouk TV, et également sur d'autres clés. Pas hésiter, vous appelez à Zouk TV pour nous laisser des commentaires, tout simplement. Bonne soirée à vous. Merci encore, M. Monotuka, d'avoir accepté notre invitation. Le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Excellent.